La chronique de l'innovation avec Valérie Auribeau. Bonsoir Valérie. Bonsoir Wilfried. Et on va enfin tout savoir du Li-Fi. On en parle depuis le début de cette édition. On va enfin savoir concrètement comment ça fonctionne. Mais oui, est-ce la fin du Wi-Fi, Wilfried? On peut se poser la question. Pourquoi pas? Une start-up de Vélizy, OLEDCom, lance le Li-Fi, donc concept de transmission de données par la lumière. Cette nouvelle technologie est née grâce à deux professeurs du laboratoire d'ingénierie des systèmes de l'université de Versailles-Saint-Quentin en Yvelines. Cédric Meyer avec nous sur ce plateau. Bonsoir. Respectivement, et Swat Topsu, respectivement professeur de chimie et de physique. Pour savoir de quoi il retourne exactement, nous nous sommes rendus dans les locaux de la start-up OLEDCom, créée en 2012. Sujet en images de Guillaume Camps. Le Li-Fi, ou la transmission de données par la lumière. Démonstration. Par exemple ici, donc on a 3 lampes de couleurs avec des musiques différentes. Et si on déplace donc le haut-parleur sous une lumière ou une autre, on a des chansons différentes. Le concept fonctionne selon un langage binaire. Si on part du principe de base que l'informatique c'est des 0 et des 1, on se dit que si on éteint une lumière c'est un 0, si on l'allume c'est un 1. Si on fait ça très rapidement, donc l'œil humain ne le perçoit pas, mais l'informatique le comprend. Donc on peut envoyer des données comme ça. Outre la magie du procédé, le Li-Fi a d'autres avantages. Pas d'ondes électromagnétiques contrairement au Wi-Fi, donc meilleur pour la santé. Le Li-Fi se veut aussi écologique puisque des lampes à LED sont utilisées. Mise au point en 2012 par deux professeurs de l'université de Saint-Quentin en Yvelines au travers de la start-up OLEDCom, les possibilités du Li-Fi sont infinies. N'importe quel domaine d'application peut y avoir recours. Le particulier, les musées, mais aussi l'industrie automobile. Pour des moyens de sécurité par exemple, on peut imaginer un véhicule devant vous qui freinerait si votre temps de réaction n'est pas assez rapide. Les deux véhicules donc communiquent grâce à leur feu à LED avant et arrière et permettra à votre véhicule de freiner en cas de besoin. La start-up est déjà en relation avec deux musées de Liège en Belgique pour remplacer les audioguides traditionnels par des tablettes réceptives à la lumière pour informer les visiteurs. Et je rappelle qu'OLEDCom a reçu le prix national de l'innovation 2012 au concours de création d'entreprises innovantes du ministère de la Recherche et de l'Enseignement supérieur. Et pour parler Li-Fi avec nous sur ce plateau, donc Cédric Meyer, merci d'être avec nous. Quel est exactement le fonctionnement du Li-Fi? On l'a vu brièvement dans le sujet. Oui, donc en fait le fonctionnement il est relativement simple. On allume, on éteint. On éteint, c'est 0, on allume, c'est 1. Vous faites ça jusqu'à 1 milliard de fois par seconde, on peut atteindre le gigabit par seconde. D'accord, un système binaire. C'est vraiment un système binaire, c'est comme du morse optique, on souvent l'assimile à du morse optique. Ça paraît très très simple comme ça, oui. C'est-à-dire que si on éteint et on rallume très très vite la lumière en plateau, Exactement. On peut faire passer des informations. On peut faire passer des informations. Ça va de simples messages à de l'audio, comme on a vu dans le reportage, à de la vidéo et de l'Internet. Et les données donc sont transmises par la lumière qui est programmée en amont pour cela. Voilà. En fait, vous avez l'information numérique qui va arriver jusqu'à l'ampoule et l'ampoule après elle code et hache la lumière et ensuite de l'autre côté vous avez un petit récepteur comme les récepteurs qui sont présents sur des smartphones et décode l'information et du coup vous pouvez traduire cette information numérique. Quelle portée, à quelle distance on peut l'utiliser? Écoutez, en extérieur on peut aller jusqu'à 15 mètres, mais sinon en interne dans les bâtiments il n'y a aucun problème. Même s'il y a des murs, mètres, etc. Ça pose problème là. Ah, s'il y a des murs, la lumière ne traverse pas les murs. Donc ça pose problème par rapport au Wi-Fi? Alors c'est un défaut, mais qui pour nous est une qualité. D'accord. C'est-à-dire que, pourquoi une qualité? Tout simplement parce que le Wi-Fi justement traverse les murs et quand vous êtes dans des endroits par exemple sécurisés, eh bien on ne pourra pas utiliser le Wi-Fi, le Li-Fi sera présent. D'accord, alors justement on parlait de la nocivité du Wi-Fi, du remplacement éventuel du Wi-Fi, car le Li-Fi, à l'inverse du Wi-Fi, ne comporte pas d'ondes électromagnétiques et il n'y a pas non plus de risque de lésion oculaire. Oui, alors il n'y a pas de radiofréquence, vous avez vu, on éteint, on allume juste des lumières, l'éclairage, donc il n'y a pas ces radiofréquences qui sont si nocives et sur lesquelles l'OMS fait attention et émet des alertes. Donc avec la lumière, le gros avantage de l'éclairage à LED, c'est que vous protégez, vous, naturellement, de cet éclairage. C'est-à-dire que votre œil ne va pas fixer un éclairage à LED. Et donc, du coup, vous n'avez pas ce problème justement, oculaire. D'accord ? Et le scintillement ne perturbe pas non plus, puisque quand on dépasse plus de 50 fois par seconde dans la lumière éteinte, en fait, vous voyez une lumière constante.
Craignez-vous justement le Wi-Fi? Craignez-vous toutes ces ondes? Nous sommes allés vous poser la question micro-trottoir. Toutes les antennes de téléphone mobile et le téléphone mobile par lui-même. Là, c'est, je dirais, presque interdit pour les enfants. Ça fait un peu peur, oui, pour nos enfants, en fonction d'avoir une box à la maison, les téléphones portables, ou c'est vrai que ça peut être nocif, mais vu que c'est invisible, en fait, je crois que c'est une crainte qu'on n'a pas tout de suite. On la voit pas, donc tout de suite, ça nous effraie pas. Des ondes, on en a toujours eu, donc depuis pas mal d'années. Je pense que c'est quand même un peu maîtrisé, on serait pas assez fou, je pense, pour sortir ce genre de technologie sans avoir une certaine maîtrise. Ça fait un peu peur, mais c'est un peu peur de l'inconnu, quoi. Enfin, pour l'instant, ça n'a pas été démontré qu'il y avait une incidence. Mais c'est vrai que, il faut quand même, je pense, faire attention. Petite parenthèse, il faut faire attention avec le Wi-Fi? Disons que c'est vrai qu'on est inondé par ces radiofréquences. Bientôt le 4G arrive. Chez vous, vous allez avoir des amplificateurs justement de Wi-Fi parce que ça passe pas bien. Donc à un moment donné, il faut être un peu vigilant. Et puis surtout, il faut éviter par exemple d'avoir le téléphone à côté du lit ou sous l'oreiller. Et surtout chez les jeunes enfants qui ont l'habitude d'avoir des téléphones très tôt, il faut être vigilant par rapport à ça. Il faut avoir ce minimum de précaution en tout cas. Ça veut dire que pour le LiFi, vous avez l'argument de respect de l'environnement, de la santé également avec vous? Oui, c'est vraiment l'élément fort pour le LiFi, c'est de dire le LiFi n'est pas là pour remplacer le Wi-Fi, parce que le Wi-Fi a une certaine mobilité qui est quand même un peu restreinte par rapport au LiFi. Par contre, vous évitez justement de polluer encore plus votre atmosphère de radiofréquences. Et sur certaines applications, le LiFi s'y prête mieux que le Wi-Fi, par exemple. Exactement. Donc, tout typiquement, là où ça interdit le Wi-Fi, dans les hôpitaux ou dans les crèches, on évite de mettre le LiFi pour être présent. Mais après, ça peut être des endroits où les infrastructures métalliques, par exemple, empêchent finalement que le Wi-Fi fonctionne bien. Le LiFi pourra être présent parce que l'éclairage sera présent. Donc, on est vraiment complémentaires. Et si on peut effectivement des endroits éviter de mettre du Wi-Fi parce qu'on peut mettre du LiFi, autant le faire. Alors comment est né le LiFi justement? Parce que vous n'êtes pas les seuls à travailler dessus, hein, les États-Unis aussi depuis 2007. Le LiFi est né, réellement les premiers qui ont travaillé dessus, c'est au Japon, l'université de Keio. Il faut savoir que le LiFi utilise les LED. Donc c'est la technologie des semi-conducteurs. Donc le pays du semi-conducteur, en l'occurrence, c'est le Japon. Donc c'est eux qui ont commencé à travailler là-dessus. En 2007, le LISV a travaillé sur cette thématique, tout simplement dans le domaine véhicule. On l'a vu tout à l'heure dans le reportage, où l'idée était d'utiliser l'éclairage à LED pour envoyer des informations au véhicule qui précède. Et donc la technologie LiFi au LISV a démarré par le monde du véhicule, domaine du véhicule. Comment protège-t-on une invention de ce type? Les brevets. Donc là, c'est l'Université de Versailles qui détient l'ensemble des brevets que OLEDCOM exploite. Et donc, il n'y a que les brevets. Après, il faut être les premiers. Il faut être premier sur le marché. C'est la meilleure façon de réussir. C'est le cas de OLEDCOM? Pour le moment, je vois, c'est le cas pour OLEDCOM, puisqu'en France, actuellement, on est les seuls à développer, produire et commercialiser des solutions LiFi. Et justement, vous développez cette solution via OLEDCOM, la start-up lancée en 2012. C'est le but de cette création d'entreprise? Voilà. Toute la partie recherche, on l'a vu, est faite au niveau de l'université. Cette start-up est là vraiment pour faire le transfert technologique. Et donc OLEDCOM est là pour commercialiser, développer justement le LiFi et permettre que le LiFi devienne quelque chose de grand public et inonde après le marché, que ce soit professionnel ou grand public. Alors justement, quel public? Parce que ça peut toucher les particuliers, mais aussi les supermarchés, les banques, l'industrie automobile. Le domaine est très large, si vous voulez, parmi nos clients. Effectivement, on peut trouver des applications dans les supermarchés, typiquement le nouveau chariot avec une tablette où le client a besoin de s'orienter. Grâce à l'éclairage, vous allez vous orienter vers le bon rayon. Ça peut être, effectivement, on a vu tout à l'heure dans les musées, c'est des nouveaux types d'audio-guides où le visiteur, il n'a plus besoin d'agir sur la tablette, il arrive devant l'œuvre, chaque œuvre est éclairée, du coup, elle reçoit l'information. Voici par exemple 2 exemples. Dans le grand public, bien évidemment, ça sera déployé l'Internet. Donc chez vous, votre réseau d'éclairage servira aussi à finalement passer l'Internet dans votre maison. Et puis l'avantage, quand vous partez, vous éteignez la lumière, tout votre système est éteint. Aujourd'hui, vous éteignez la lumière, mais votre Wi-Fi continue de tourner. Parce que très peu de gens l'éteignent. Et au sein des banques, c'est aussi une façon de protéger ces données? Alors, au sein des banques, mais ce n'est pas que les banques, ça peut être des industries assez sécurisées aux défenses, où là,
très peu utilisent finalement le Wi-Fi pour ne pas être piratés. Donc ils restent encore sur des systèmes câblés. Là, l'avantage avec le Li-Fi, c'est qu'ils pourront justement permettre à leurs employés d'être mobiles et d'avoir justement, entre guillemets, de l'Internet facilement sans risquer finalement de l'information ne circule pas comme avec le Wi-Fi. Exactement, parce que ça ne traverse pas les murs, donc l'information reste à l'intérieur du bâtiment. C'est pour ça que ça peut intéresser effectivement les systèmes bancaires. Est-ce que ça consomme beaucoup d'énergie ou pas ? Non. Pas plus d'énergie que d'allumer la lumière, pas plus d'énergie qu'une ampoule. Non, parce qu'on n'amplifie pas cette lumière, on la hache. Donc ça ne consomme pas plus. Au contraire du Wi-Fi, où là, vous mettez un routeur qui a besoin d'être alimenté aussi. Au sein des supermarchés, ça peut aussi être une protection pour les personnes qui ne supportent pas les ondes. Oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'on n'augmente pas cette pollution électromagnétique. Donc du coup, les gens, là c'est vrai que maintenant, pour que le Wi-Fi, par exemple, marche dans le supermarché, on a intérêt à mettre beaucoup de bornes. Actuellement, même le 3G ne passe pas parce que c'est des structures métalliques, donc c'est très difficile. Donc ils sont obligés de mettre beaucoup d'amplificateurs. Avec la lumière, si vous regardez en plus dans les supermarchés, dans les rayonnages, l'éclairage à LED suit ces rayonnages, donc c'est parfait. Et donc du coup, on peut diffuser de l'Internet sans trop de problèmes. Et vous avez démarché déjà, justement ? Alors, actuellement, on a de la chance. On a beaucoup de demandes. Donc, du coup, on travaille beaucoup avec des grands comptes ferroviaires actuellement. Ça peut être aussi avec des structures comme type EDF, typiquement, où on est en discussion avec d'autres entreprises, de grandes entreprises françaises. Donc, voilà. Donc là, actuellement, on n'est pas encore allé vers le secteur commercial, entre guillemets. D'accord. Alors demain, cette solution pour écouter de la musique que nous avons visionnée dans le sujet, chez les particuliers, sera possible ? Oui. Là, nous sommes en train de développer un produit grand public pour la fin de ce premier semestre. Ce sera un pack qui va s'appeler MyLeo, où on mettra en vente justement 3 ampoules Li-Fi avec une enceinte Li-Fi. Et les gens pourront faire dans leur maison des zones musicales colorées et justement écouter de la musique en streaming par la lumière. D'accord. Avec quel coût ? Là, c'est honnêtement, si vous regardez, c'est le prix d'un pack, ça va à peu près dans les 250 € TTC. Plutôt du haut de gamme en ce qui concerne le Wi-Fi. Disons que là, pour l'équivalence, ça revient à quelque chose comme 70 € effectivement l'ampoule. Mais quand vous regardez une ampoule à LED, elle sera multicolore, on est à 50-60 €, donc le surcoût n'est pas si excessif. Au niveau de la qualité, pour les audiophiles ? Alors, c'est la qualité, je dirais, vous savez, les docks pour iPod ou iPhone, c'est à peu près cette qualité-là. D'accord, on n'est pas dans l'enceinte haut de gamme. Mais c'est pas dans la haute fidélité en ce qui concerne le Voilà. Parce que rien ne remplacera le filaire et la platine vinyle. Avoir un fil, on peut pas. On essaye de faire quelque chose de grand public avec une musique qui donne un bon son, mais voilà, on peut faire plus dans le luxe, mais après c'est pas les mêmes. C'est prévu pour quand ? Ce produit-là, fin de semestre 2013. Vous les réservez déjà, Valérie ? Absolument. Pour installer des lumières dans la rédaction qui vont clignoter partout toute la journée. Bravo. Voilà. Bien, merci en tout cas d'être venu nous expliquer ce qu'est le Li-Fi sur le plateau du 7-8. On va passer à l'agenda maintenant. Absolument. Voilà, merci à vous. Vous reviendrez nous éclairer le plateau, qu'on puisse danser et les lumières vont clignoter. Valérie, l'agenda à présent. Oui, comment fabriquer savons et dentifrices maison. C'est l'atelier proposé par la Maison de l'Environnement dès demain mercredi à 14h et samedi à 15h30. Autre rendez-vous, toujours à la Maison de l'Environnement ? Échange autour de l'habitat bioclimatique ou comment vivre avec son environnement. Cette rencontre est proposée une fois encore par la Maison de l'Environnement en association avec l'Agence locale de l'énergie et du climat pour permettre de répondre aux questions sur vos projets d'habitat neufs et anciens. Tout pour rénover sa maison de façon écologique. Ce sera vendredi 8 février à 20h30. Merci Valérie. On vous retrouve donc mardi prochain pour le prochain rendez-vous Innovation, Environnement. Voilà. Ce sera la surprise. Voilà, absolument. Ce sera la surprise mardi prochain aux mêmes horaires. Et nous parlions de l'Université de Versailles-Saint-Quentin justement il y a quelques instants. Eh bien, on y reste, mais cette fois-ci dans la filière du droit. Reconstitution de cette affaire qui avait défrayé la chronique, affaire judiciaire, l'affaire Dominici. Les étudiants ont planché sur la reconstitution du procès et leur verdict est dans ce reportage. Alors, monsieur, après lecture du serment... Au tribunal de grande instance de Versailles, le procès de Gaston Dominici commence. L'accusé est dans le box, les avocats ont revêtu leur toge, les jurés ont été désignés. Le président du jury peut débuter son interrogatoire.
Tout semble réel, sauf que Gaston Dominici a déjà été jugé en 1957. Vendredi dernier, l'association Jurisprudence de l'université Versailles-Saint-Quentin proposait une reconstitution de ce vieux procès où les parts d'ombre ont toujours persisté. À l'époque accusé de triple meurtre, Gaston Dominici avait été condamné à mort, mais aujourd'hui, tout est encore possible. Il y a un véritable doute. Et du coup, je me suis laissé convaincre qu'il était véritablement innocent. Et je vais du coup essayer de convaincre qu'il est lui-même innocent. Pour juger cette affaire, tout a été reconstitué. Les preuves sont exposées et des étudiants en droit jouent le rôle de l'accusé et des témoins, déguisement et accent compris. Bon, la politique, ça m'intéresse pas trop. Hein. Moi, vous savez, je suis bien dans ma ferme, je m'occupe pas trop de ça. Hein. Donc, pas de parents alcooliques qui auraient levé la main sur vous? Non. Des acteurs en tenue, un public bouche bée, des improvisations qui font sourire. Alors, la justice serait-elle en réalité du simple théâtre ? C'est beaucoup de théâtre, c'est beaucoup de comédie. Un bon avocat, s'il plaide, doit être un très bon orateur, s'il veut remporter ses dossiers. Il ne pourra pas sinon. Un bon orateur, c'est peut-être ce qui avait manqué à l'accusé à l'époque, car les jurés joués par des proches des élèves ont déclaré cette fois-ci Gaston Dominici non coupable. Voilà pour ce point sur l'actualité en ce 5 février. Merci de nous suivre sur TV Fil. Je vous retrouve demain en direct dès 18h avec de nouveaux invités et notamment cette question. À partir de quel âge lancer nos enfants dans l'apprentissage des langues étrangères, plus particulièrement de l'anglais? Excellente soirée.